Alors donc, mon exposé va se concentrer sur la dualité qui existe entre les formes et leur spectre, c'est-à-dire, si vous voulez, la gamme qui est associée à une forme. Donc ça, bien sûr, ça répond partiellement à la question relation entre les formes et le temps, puisque les vibrations d'une forme se déroulent dans le temps. Et je commencerai mon exposé en expliquant pourquoi il est absolument fondamental de se poser la question suivante: comment est-ce qu'on peut définir des invariants d'une forme? Si vous avez une forme au sens très naïf du terme, vous pouvez parler de son diamètre, vous pouvez parler de sa taille, de son volume, et des choses comme ça. Mais bien sûr, pour arriver à donner entièrement une forme, il faut des invariants beaucoup plus subtils que ça. Et parmi ces invariants, il y a justement les fréquences, la gamme possible produite par une forme. Donc c'est ça dont on va parler. Et ensuite, on veut non seulement savoir comment caractériser une forme, mais on veut aussi savoir comment caractériser la position d'un point par rapport à cette forme. Et ce qu'on verra, c'est qu'en gros, si vous voulez, un point, il est caractérisé par un accord des notes dans cette gamme. Donc, pour vous présenter les choses de manière un peu naïve. Donc, on parlera des vibrations des formes, entendre des formes simples. Et ensuite, par référence à un fameux article de Mark Katz dans les années 60 qui parlait de est-ce qu'on peut entendre la forme d'un tambour, on parlera d'un invariant additionnel qui permet de compléter le tableau, c'est-à-dire qui permet, si on le connaît, de connaître la forme. Et enfin, je terminerai, je tiens beaucoup à cette petite addition, parce qu'en préparant mon exposé, je me suis aperçu que j'avais essayé de jouer au clair de la lune sur la gamme qui est produite par les formes les plus simples, comme une sphère ou des choses comme ça. Et je me suis aperçu que ça donnait un résultat qui n'était pas bon du tout. Et je me suis aperçu qu'en fait, la gamme, la vraie gamme musicale, celle qui est sensible à l'oreille, eh bien, il n'y a pas une forme simple à laquelle elle correspond, c'est-à-dire une forme dont les fréquences correspondent à la gamme musicale telle qu'on connaît. Et je me suis amusé à chercher un objet, et il y a un objet vraiment très intéressant qui semble répondre à la question et dont je parlerai à la fin, qui est la sphère quantique. Donc c'est ça le programme. Et alors, donc pour commencer, on va essayer de réfléchir de manière intrinsèque à la notion de forme ou à la notion de position par rapport à une forme, en se posant une question qui est une question très simple et qui est: où sommes-nous? Vous voyez, à cette question, vous pouvez répondre: on est au Collège de France, dans l'amphi Marguerite de Navarre, mais si vous voulez transmettre cette information à une autre civilisation, ben, ce sera inaudible. Donc, comment est-ce que nous pouvons transmettre là où nous sommes de manière intrinsèque? Alors, bien sûr, les hommes ont essayé, ils ont envoyé la sonde Pioneer dans l'espace, et sur cette sonde, ils ont donné un certain nombre d'informations. Quelles sont ces informations? Bon, ils ont bien sûr montré à quoi ils ressemblaient, donc ça c'est le dessin qui est là. Ils ont également donné un petit aperçu du système solaire. On voit, vous voyez, en bas, on voit le Soleil, on voit une première planète qui est Mercure, on voit une deuxième planète qui est Vénus, on voit la troisième dont la sonde est partie, c'est pour ça qu'ils ont mis le petit dessin, et ainsi de suite. Bon. Mais il est bien évident que pour le moment, vous avez une information qui est quasi nulle, parce qu'il va exister une infinité de systèmes planétaires qui auront à peu près la même allure, et donc en fait, vous ne saurez absolument pas où vous êtes. Alors en fait, il y a dans le dessin qu'ils ont envoyé quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus cryptique et beaucoup plus informatif, en fait, et qui est ce qui est au milieu à gauche, voyez. Et qu'est-ce que c'est? C'est les directions à partir du Soleil par rapport à 14 pulsars et au centre de la galaxie. Et en plus, ils ont indiqué pour chacune de ces directions la fréquence correspondante. Alors on verra que ça, c'est très 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 proche de la réponse qu'on va obtenir à partir de réflexions mathématiques abstraites sur le problème abstrait. Et le problème abstrait, il peut se formuler de la manière suivante. Il peut se formuler sous la forme
2 questions. Je m'excuse, de temps en temps, je mettrai les transparents en anglais parce que je sais qu'il y a une traduction simultanée. Et j'en profite donc pour mettre quelques transparents en anglais. La traduction en français, je vous la donne. Donc la première question, c'est peut-on trouver des invariants complets d'espace géométrique, ou si vous voulez, de forme, de manière plus générale. Et deuxièmement, peut-on spécifier de manière invariante où est un point par rapport à une forme? Alors, la chose qui est essentielle là, c'est, on le voit bien dans l'exemple que je vous ai donné, quand on veut donner notre position par rapport à l'univers. Vous voyez, quelqu'un de très savant vous dirait, mais pour donner votre position dans l'univers, il suffit de donner vos coordonnées par rapport à un système de référence. Oui, mais où est l'origine du système de référence? Il faut bien que vous disiez où elle est. Et pour faire ça, vous avez exactement le même problème qu'au problème de départ. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout quelque chose de simple. Ce n'est pas du tout évident. On pourrait vous dire, oui, je connais la relativité générale, je sais qu'un point est spécifié par ses coordonnées, tout ça. Mais ces réponses sont nulles et non avenues par rapport au côté invariant et intrinsèque du problème. Alors, la chose importante, donc, c'est qu'en fait, à une forme, donc, correspond toute une série d'invariants, déjà, et ces invariants, c'est, si vous voulez, la gamme de la forme. Alors c'est là qu'on va voir si le son marche. J'espère qu'il va marcher. Donc, on va faire un petit essai. Ce matin, quand je me suis réveillé, mon ordinateur avait rebooté, et donc il n'y avait plus rien de marché. Et comme le programme prend très longtemps à mettre en route, j'étais vraiment effrayé. Alors on va voir si ça marche. Ça marche. Donc on entend le son. Alors je vais commencer par la forme la plus élémentaire. La forme la plus élémentaire qui soit, c'est l'intervalle. Si vous voulez, c'est une corde qui va vibrer, d'accord, comme une corde d'un violon. Elle va vibrer, elle va avoir un son fondamental, et puis elle va avoir les multiples de ce son comme vibration. Donc la gamme correspondante va être extrêmement simple. D'accord? Et on va s'amuser à jouer un peu avec cette gamme, d'accord? Donc si je fais ça, ça paraît bizarre, hein, le 7. Mais ce que je prétends, c'est que si vous essayez sur cette gamme-là de jouer au clair de la Lune, la première note, ça doit être 131. Donc vous voyez que ça a l'air... Naïvement, on se dit, mais ça, c'est la gamme, bien sûr, puisque c'est les multiples d'un nombre entier. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas vrai du tout. Grosse erreur. D'accord? Première erreur naïve qu'on ferait. Alors ça, c'est pour l'objet le plus simple. D'accord? Un objet un petit peu plus compliqué, et quand même... Donc cet objet, si vous voulez, il a un spectre extrêmement simple. Quand on veut visualiser les fréquences, on peut les représenter sous leur forme visuelle, c'est-à-dire sous leur forme à partir du spectre, et puis on peut aussi les représenter sous forme d'un graphe. Le graphe est intéressant parce qu'on verra la multiplicité d'une valeur propre dans un graphe. Alors maintenant, passons à une forme qui est déjà plus évoluée, qui est le disque. Alors le disque, qu'est-ce que ça veut dire, les sons produits par le disque? Ça veut dire que vous prenez un tambour rond, vous tapez sur ce tambour, il va y avoir un son fondamental, puis il va y avoir, exactement comme dans le cas de la corde vibrante, il va y avoir des harmoniques, il va y avoir d'autres sons. Et donc, le tambour va produire toute une série de sons qui ne seront plus du tout aussi simples que les entiers dont j'ai parlé tout à l'heure, d'accord, et qui vont vous donner une gamme, et cette gamme va être quand même extrêmement informative sur le tambour. C'est-à-dire que la note la plus basse va vous donner le diamètre, va donner immédiatement une mesure de diamètre, et puis le comportement, par exemple, des notes beaucoup plus grandes va vous donner la taille du tambour, etc., etc. Alors, je vous donnerai à la fin une bibliographie, hein, je veux dire, pour tous les mathématiciens qui ont été impliqués dans ce genre de trucs. Mais, donc, je ne vais pas du tout vous dire ceci est dû à X ou ceci à Y, je vous répéterai la bibliographie à la fin. Mais écoutons un petit peu le tambour. Alors là, je n'ai pas mis de son, justement. D'accord, donc, je n'ai pas mis de son parce qu'il y a des sons qui sont très aigus. Regardons simplement comment ils vibrent, pour le moment. D'accord? Vous voyez, j'espère? Vous voyez comment il vibre? Chaque fois que vous avez une image comme ça, le dessin n'est pas du tout aussi simple qu'il pourrait paraître, parce que les fonctions qui sont impliquées sont ce qu'on appelle des fonctions de Bessel.
Et si vous voulez, justement, lorsque on tape plus ou moins à un endroit suffisant sur le tambour, etc., on va le faire vibrer selon l'une de ces fréquences harmoniques. Alors maintenant, on va les écouter. Alors, on peut les calculer. Ce sont des nombres qui ne sont pas du tout triviaux. Ce ne sont pas du tout des nombres comme les entiers. Ce sont des zéros d'une fonction qui est assez compliquée, qu'on appelle la fonction de Bessel, qui sont paramétrés par 2 entiers et qu'on peut calculer. On peut les calculer avec autant de décimales qu'on veut, mais ce ne sont pas des nombres simples. Et c'est ça la gamme du disque. Donc le disque, il a une gamme comme ça. Je vous montre les premières notes. Il a un spectre qui est comme ça. Et maintenant, on va l'entendre. Alors, j'espère que ce n'est pas une note trop aiguë, parce que je ne voulais pas vous faire entendre des notes trop aiguës. Voilà, j'ai été gentil, je n'ai pas mis de note trop aiguë. D'accord ? Bon, ça continue, bien sûr, autant qu'on veut, etc. Et alors, on obtient ainsi, si vous voulez, donc un spectre, qui est le spectre du disque, qui ressemble à ça. Donc, il continue indéfiniment. Et vous voyez, bien sûr, qu'il ressemble en rien du tout au spectre qu'on avait tout à l'heure pour l'intervalle. Alors maintenant, allons un petit peu plus loin. Prenons un objet toujours de dimension 2. Prenons un objet qui est un carré maintenant. C'est comme si vous preniez un morceau vous tendiez entre, si vous voulez, sur un cadre comme ça, carré, et vous tapez dessus. Et maintenant, les vibrations que vous obtenez ont l'allure suivante. Ça va faire le bruit 2 fois avant de donner ce qu'il faut. Là, on va monter un petit peu plus haut quand même. Bon, alors on voit à nouveau un spectre. Le spectre ressemble à ça. Il est très très différent de ce qui se passait dans le cas du disque, parce que, si vous voulez, pour le cas du carré, ce n'est pas très difficile de faire le calcul. On s'aperçoit que les fréquences correspondantes, c'est les racines carrées des sommes de 2 carrés. Donc c'est les nombres de la forme racine de n2 plus m2. Donc ça, c'est quelque chose qui est très simple à comprendre, qui est beaucoup plus simple à comprendre que les nombres qui intervenaient pour le disque. Ils sont très différents, mais ils ont, si vous voulez, la même sorte de répartition à l'infini. On peut changer la couleur si on veut. Mais maintenant, venons-en à la sphère. Donc, tout ça, ce sont des formes de dimension 2, et a priori, ce sont des formes très banales. Quand je parle du disque, quand je parle du carré, ou quand je parle de la sphère, je veux dire, le titre du colloque, c'est « La vie des formes ». Donc, il faut les faire vivre. Et pour les faire vivre, il faut les faire vibrer. Et à partir du moment où on les fait vibrer, on s'aperçoit que, bien que ce soit des formes qui ont un air extrêmement simple, extrêmement banal, extrêmement élémentaire, lorsqu'on les fait vibrer, eh bien, les vibrations elles-mêmes décorent ces formes de manière extrêmement harmonieuse et extrêmement non triviale. Alors, si on prend la 2 sphères, si on prend la sphère ronde, son spectre, cette fois, est très très simple. C'est aussi formé des entiers, exactement comme dans le cas d'une corde, mais ces entiers, ils apparaissent cette fois avec une certaine multiplicité. C'est-à-dire que, enfin, ce n'est pas exactement des entiers, c'est exactement racine de J plus 1, mais c'est pratiquement un entier. Donc ça ressemble énormément à ce qui se passait dans le cas du cercle ou de l'intervalle, mais je veux dire, ils apparaissent avec une multiplicité. Alors maintenant, si on prend la sphère, alors là j'ai peur que ce soit trop aigu. On va voir. Bon, ça va. Vous voyez que ce qui se passe,
c'est que si je prends par exemple le spin 6, il y a un certain nombre de fréquences, de ce qu'on appelle des fonctions propres qui existent, mais qui ont exactement la même fréquence. Donc les formes sur la sphère sont différentes, mais le son qu'on entend est le même. Et ça, c'est ce qu'on appelle la multiplicité spectrale. C'est-à-dire que dans le spectre, ce qui va se produire, c'est qu'on va avoir la même valeur, mais elle va se produire plusieurs fois. Alors, donc ça, c'est ce qui se produit pour la sphère. La fin, je reviendrai pour la forme musicale, ça, on verra ça plus tard. Donc maintenant, je vais passer au déroulement normal à partir du PDF. Donc, je vais faire ça. Donc, on a ces deux questions. De définir un invariant complet d'une forme. Alors, en fait, on sait, depuis un article fameux de John Milnor dans les années 60, que le spectre d'une forme ne suffit pas à caractériser cette forme. C'est un merveilleux article de mathématiques, c'est un des rares articles de mathématiques qui n'a qu'une page. Et ce qu'a fait Milnor, c'est quelque chose de remarquable. Il a utilisé un résultat de Witt pour voir qu'il existe des tores. Ces tores sont de dimension assez grande, ils ne sont pas de dimension basse, mais il existe des tores qui sont différents géométriquement, mais qui ont exactement la même gamme, de manière identique. Et ça vient d'un résultat de théorie des nombres, parce que bien sûr, la gamme associée à une forme, avec toute sa subtilité, comme on vient de le voir dans les exemples que je vous ai montrés, cette gamme a bien sûr une relation très profonde avec l'arithmétique. L'arithmétique, au sens le plus naïf, c'est l'arithmétique de la première gamme de tous ces entiers. Mais en gros, à chaque forme est associée une arithmétique, et c'est l'arithmétique de la gamme qu'elle nous donne de manière naturelle, par les sons qu'elle produit. D'accord ? Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que, comme je l'expliquerai, l'invariant qui manquait par rapport à l'invariant spectral, c'est un invariant dont on verra qu'il est relié en fait à ce que les physiciens appellent la matrice de Kabibo-Kobayashi-Maskawa, et c'est un invariant qui mesure en fait un angle entre deux algèbres et qui généralise un peu ce que faisaient les physiciens lorsqu'ils regardent ce qui se passe avec les quarks, et ça j'en parlerai. Mais ne vous inquiétez pas du tout du côté technique de cette page. Donc on a vu les vibrations du disque. On a vu des exemples de vibrations du disque. On a vu les fréquences propres du disque qui, comme je vous le disais, ne sont pas si simples qu'elles n'en ont l'air. On a vu son spectre, avec le début du spectre. On a vu, maintenant je mets plus de fréquences propres pour le disque. Et vous voyez que ça commence à avoir une allure. Cette courbe-là, elle commence à avoir l'allure de quoi ? Elle commence à avoir l'allure d'une parabole. Et plus on va rajouter de fréquences, plus on va aller à haute fréquence, plus elle va ressembler à une parabole. Vous voyez, si vous prenez le disque où les valeurs propres sont difficiles à calculer, la gamme est difficile à calculer. Mais si vous regardez la gamme, même maintenant de très loin, c'est-à-dire vous regardez les hautes fréquences et vous mettez toutes ces fréquences ensemble, vous voyez que ça ressemble de plus en plus à une parabole. Et il y a un fameux théorème d'Hermann-Weyl qui date des années 30 et qui dit que cette parabole, une parabole a un invariant, si vous voulez, comment elle est angulée ou pas, et bien cet invariant donne exactement, dans le cas des surfaces, dans le cas des formes de dimension 2, donne exactement la surface de la forme. D'accord ? Donc vous voyez, on peut mesurer l'aire de la forme de dimension 2 simplement en regardant cette parabole. Ça, c'est ce qu'a démontré Hermann-Weyl. Alors, on a vu également ce qui se passe pour le carré. Je vous avais montré les quelques vibrations du carré tout à l'heure. Le spectre du carré, donc, comme je le disais, est extrêmement simple. Ce sont les nombres qui sont les racines carrées de n2 plus m2. C'est ça, les vibrations du carré. Qui, bien sûr, je ne veux pas vous embêter avec des formules mathématiques, mais ça vient de l'équation de Helmholtz. Ça vient du fait qu'on regarde le Laplacien, on regarde l'équation des ondes. Donc le spectre du carré. On regarde les fréquences propres du carré. Vous voyez, elles ressemblent un petit peu de loin à ce qui se passait tout à l'heure pour le disque. On regarde haute fréquence. On regarde haute fréquence, ça oscille un peu. Et puis on va regarder maintenant très haute fréquence. Vous voyez, très haute fréquence, c'est incroyable. On voit vraiment une parabole. Vous
Ça se distingue à l'œil nu absolument plus d'une parabole. Et cette parabole, justement, son invariant, c'est l'aire du carré. Alors on regarde la sphère aussi. Le spectre de la sphère, comme je le disais, c'est pratiquement les entiers. C'est les nombres de la forme racine carrée de JJ plus 1. Voilà. Si vous regardez les fréquences propres de la sphère, ça vous donne ça. Donc les fréquences propres de la sphère. Pourquoi ça a l'air comme ça par étage? Eh bien, c'est parce que justement, vous avez la même fréquence qui va se répéter un tas de fois. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est par étage, comme ça. Alors vous vous dites, mais ça n'a pas l'air du tout d'une parabole. Hein, ça n'a pas trop l'air d'une parabole. Mais c'est parce que vous ne regardez pas assez les hautes fréquences. D'accord? Et si maintenant vous regardez à beaucoup plus haute fréquence, voilà. Vous voyez qu'il y a encore des petits étages, bien sûr. Hein. D'accord? Mais ça ressemble de plus en plus à une parabole. Et ça va vous donner l'aire de la sphère. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce que ceci a à voir avec le problème qu'on avait au départ, donc, qui était le problème de dire où nous sommes de manière précise? Eh bien, si on veut dire où nous sommes, il faut dire deux choses. Il faut dire dans quel univers sommes-nous et à quel point de cet univers sommes-nous. D'accord? Pour dire dans quel univers sommes-nous, en fait, ce que je prétends, c'est que ce qu'il faut donner, c'est justement les fréquences de vibration de cet univers. C'est la première chose à donner. Et comment donc on le fait? On le fait, si vous voulez, il y a une chose très intéressante qui se produit, c'est que lorsqu'on part au niveau de Mark Katz et au niveau de est-ce qu'on peut entendre la forme d'un tambour, etc., on se préoccupe de l'équation des ondes et on se préoccupe de ce qu'on appelle un opérateur que les mathématiciens appellent le Laplacien, qu'ils appellent delta. Mais lorsqu'on écrit l'équation des ondes, si vous voulez, en fait, on écrit cette équation sous la forme delta d'une fonction plus K2 fois f égale 0. Ça, c'est l'équation de Helmholtz. Et lorsqu'on écrit cette équation de Helmholtz, on voit que le nombre K qui apparaît, ça va être, si vous voulez, ce qu'on appelle des valeurs propres de moins delta. Mais ce n'est pas K, en fait, c'est K2 qui est valeur propre de moins delta. Et donc, en fait, le nombre K qui apparaissait dans tous les exemples que je vous ai donnés, c'est un nombre qui est valeur propre de la racine carrée de moins delta. Alors, delta, c'est ce qu'on appelle un opérateur différentiel elliptique, et sa racine carrée, ce n'est pas quelque chose de très joli. Et alors, heureusement, il y a un physicien, c'est Paul Dirac, qui a trouvé un moyen d'extraire une racine carrée de l'opposé du Laplacien de manière esthétique et de manière telle que ce soit un opérateur différentiel. C'est ce qu'on appelle l'opérateur de Dirac. Alors, c'est ce qui fait que dans tous les exemples que je vous ai donnés, en fait, c'est beaucoup plus naturel et important de donner pour une forme géométrique, de donner non pas le spectre du Laplacien, ça ne ferait pas de différence pratiquement pour tous les exemples que je vous ai donnés, mais de donner le spectre de l'opérateur de Dirac. Donc ça, c'est une chose très importante. Bon. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, on va regarder, en gros, c'est une racine carrée de delta, donc ça ne va pas changer beaucoup. Donc on va donner l'ensemble de ses valeurs propres. On va donner sa gamme, si vous voulez. Et maintenant, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a moyen de trouver un invariant complémentaire de cette gamme. Et en gros, cet invariant complémentaire, ça va être une prescription, on va donner les accords possibles sur cette gamme. On va donner un ensemble d'accords possibles. Mais l'origine de cet invariant, il vient de la physique. Il vient de la physique. Et il vient de ce qu'on appelle, en physique, si vous voulez, il y a des phénomènes assez compliqués qu'on appelle les interactions faibles. Et dans les interactions faibles, les gens se sont aperçus qu'il y avait ce qu'on appelle des courants qui permettaient de changer de flavor, c'est-à-dire de famille. C'est-à-dire que, par exemple, pour les quarks, vous avez les quarks qu'on connaît, le up and down, qui sont les quarks principaux, qui forment les neutrons, les protons, etc. Mais vous avez d'autres quarks, il y a deux autres familles de quarks. Eh bien, il y a des interactions en physique qui permettent de changer,
qui permettent de passer d'une famille de quarks à une autre famille de quarks. C'est ce qu'on appelle flavor changing neutral quarks. Et les physiciens ont compris que ce qui mesurait, si vous voulez, ces courants qui permettent de changer de famille, eh bien, c'était en fait un angle entre deux algèbres commutatives, mais très simple dans leur cas. Ça a d'abord été trouvé par Kabibo, et puis ensuite par Kobayashi et Maskawa. Et c'est ce qu'on appelle la matrice de Kabibo, Kobayashi, Maskawa. Et ce que ça fait, c'est que ça mesure, si vous voulez, en fait, l'angle entre deux algèbres. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que, c'est des algèbres dans un espace de dimension 3, donc c'est quelque chose de très simple, et pourtant un nombre complexe apparaît. Et c'est ça qui a fait la violation de ce qu'on appelle CP en physique, etc. Alors maintenant, ce qui est tout à fait amusant, c'est que si on généralise cette idée, eh bien on obtient une solution au problème de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on obtient un autre invariant, qui n'est pas seulement le spectre donc, de l'opérateur de Dirac. Donc le premier invariant, si vous voulez, c'est le spectre de l'opérateur de Dirac. Ça, c'est très important, c'est la gamme, si vous voulez. D'accord ? Bon. Mais il y a un deuxième invariant. Et quel est ce deuxième invariant ? Eh bien, ce deuxième invariant, c'est aussi un angle, et ce n'est pas un nombre, hein, c'est un angle, c'est une notion beaucoup plus compliquée. C'est un angle entre deux algèbres. Alors, il y a l'algèbre des fonctions de l'opérateur de Dirac. Bon. Ça veut dire, vous regardez tous les opérateurs qui sont diagonaux dans la même base que l'opérateur de Dirac, qui est la base des fonctions propres. Et une autre algèbre qui est l'algèbre des fonctions sur l'espace où vous êtes, sur la forme sur laquelle vous travaillez. Et alors, il y a un merveilleux théorème de von Neumann qui date d'années il y a très très longtemps et qui dit que la représentation de cette algèbre dans l'espace de Hilbert est indépendante de la forme que vous choisissez. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe quelle forme, que ce soit une sphère, un disque, une forme de dimension plus élevée, etc., eh bien, l'algèbre des fonctions va agir toujours de la même manière dans l'espace de Hilbert. Donc la seule chose qui va manquer pour compléter le tableau, ça va être la position relative de ces deux algèbres. Et la position relative de ces deux algèbres, en fait, elle est spécifiée par une série d'accords. Bon, c'est une série continue d'accords qui sont formulés sur la gamme. Et maintenant, donc, ce qui se produit, c'est que donc on a ces deux invariants. Et comment doit-on interpréter, comment doit-on interpréter un point ? Donc, un point, en fait, si on regarde de ce point de vue-là, eh bien, un point, il est donné par des corrélations entre des fréquences différentes. Alors, vous pouvez penser à ces corrélations. En fait, c'est des nombres complexes, ces corrélations, d'accord ? C'est des nombres complexes. Mais vous pouvez exactement penser à ces corrélations entre des fréquences différentes comme un accord. Un accord, on prend un accord entre ces notes, et c'est ça. Un point, c'est ça. D'accord ? Donc, réfléchissez dans votre tête, gardez qu'un objet géométrique, une forme géométrique, est donnée par sa musique, par sa gamme. D'accord ? Elle est donnée par sa gamme. Et l'ensemble des points est donné par l'ensemble des accords possibles, et un point est donné par un accord. D'accord ? Bon, alors, donc si on continue, de ce point de vue-là, eh bien, on s'aperçoit, on peut baisser la lumière, là, c'est bon. Donc on s'aperçoit que c'est assez étonnant de voir à quel point ce point de vue dont je viens de parler est proche en fait de la réalité physique. Pourquoi ? Parce que maintenant l'homme a évolué, peut-être par sélection naturelle, suffisamment pour pouvoir regarder l'univers. Et il a un œil. Cet œil, c'est Hubble. Son œil actuel, c'est le télescope Hubble. Avec ce télescope, l'homme regarde, il regarde l'univers. Je vous conseille à tous, de tous les matins, de vous brancher sur le site de la NASA qui donne chaque matin une image nouvelle. Donc c'est fait avec le rythme du jour, et chaque jour, vous pouvez regarder l'univers, et vous aurez une image différente de l'univers. Et ce qui est étonnant, ce qui est vraiment étonnant, c'est que l'information qui nous vient de l'univers, elle est spectrale. Et non seulement cette information nous renseigne par le spectre sur la composition des étoiles très très lointaines ou des nuages intergalactiques, etc., simplement par leur spectre, mais en plus, elle nous renseigne sur leur origine. Et comment elle nous renseigne sur leur origine ? Parce que, par effet Doppler, plus les choses sont distantes, plus il y a ce qu'on appelle le redshift.
Alors le redshift, naïvement, si vous êtes très naïf, vous pensez que le redshift, vous allez prendre le spectre et vous allez le décaler comme ça par une translation. Mais ce n'est pas vrai. Le redshift, c'est une multiplication. Ce n'est pas un décalage, c'est une multiplication. C'est-à-dire, on prend toutes les fréquences et on les multiplie par un même nombre. Et ce qui est vraiment étonnant dans le redshift, c'est que maintenant, on observe. Alors, pourquoi est-ce qu'on sait que c'est la même chose qu'on voit? Eh bien, par le fait que la gamme est la même, elle se ressemble, bien sûr. Donc, vous voyez bien qu'à gauche, vous allez avoir une certaine disposition dans la gamme, elle va se retrouver à droite, mais elle ne va pas se retrouver au même endroit. Et elle va se retrouver décalée, mais pas décalée par une translation, décalée par une homothétie. C'est-à-dire, on multiplie tous les nombres par quelque chose. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est grâce à ce redshift qu'on peut remonter dans le temps. On mesure maintenant des redshifts qui sont de l'ordre de 10, mais en fait, on s'attend à ce qu'il y ait des redshifts de l'ordre de 1000, etc., etc. Et qui correspondent, bien sûr, à des temps de plus en plus reculés. Donc c'est vraiment étonnant que ce point de vue sur les formes soit aussi, si vous voulez, soit aussi proche du point de vue que les mathématiques abstraites suggèrent sur les formes. Et d'autre part, il y a une autre chose qui est extrêmement importante, c'est que, bien sûr, nous ne pouvons pas nous déplacer pour le moment, mais sans doute pour toujours, vers d'autres galaxies. Et donc, c'est un acte de foi que nous faisons de savoir que ces choses-là existent quelque part. Et cet acte de foi, il vient précisément du fait des corrélations qu'il y a entre les différentes fréquences. Et l'image que je vais vous montrer maintenant, c'est une image de la Voie lactée, mais c'est une image qui n'est pas du tout prise dans le visible. C'est une image qui est prise dans des longueurs d'onde qui sont totalement invisibles. D'accord? Alors c'est absolument hallucinant et incroyable que justement, il y a tellement de corrélations entre ces différentes fréquences qu'en fait, ces images sont compatibles. Et voilà une image donc de la Voie lactée prise dans des fréquences qui ne sont absolument pas visibles, mais qui justement sont corrélées avec les images dans le visible et nous assurent donc qu'il y a bien là une cohérence. D'accord? Alors maintenant, donc, quand je préparais cet exposé, j'ai mis un temps fou à préparer cet exposé. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on m'avait donné une règle qui était qu'il ne fallait pas montrer d'image comme celle-là, qui n'ait pas été approuvée par l'auteur de l'image, etc. Alors je m'étais dit, bon, ça peut-être que j'y arriverai, mais par contre, pas pour toutes les autres images que je voulais montrer sur les sphères. Donc, je me suis collé à le faire à l'ordinateur et ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis, à un moment donné, je voulais me relaxer un peu. Et je me suis dit, je vais jouer au clair de la Lune. Je vais jouer au clair de la Lune sur la gamme, c'est bon, sur la gamme de l'objet le plus simple, c'est-à-dire la corde vibrante. J'ai essayé, c'est là que je me suis aperçu que la première note qu'il fallait que je fasse, c'était 131. Je me suis dit, il y a quelque chose de bizarre. Donc je me suis posé le problème. De trouver une forme musicale. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, j'entends par là que quand vous faites de la musique, on va le voir tout de suite, quand vous faites de la musique, en fait, ce n'est pas du tout les entiers 1, 2, 3, 4, 5, etc. comme fréquences qui sont utilisées. Absolument pas. C'est les puissances de même nombre. C'est les puissances de même nombre. C'est-à-dire, on a un nombre Q et on regarde les nombres Q puissance N. C'est ça qui compte. Parce que c'est les rapports entre fréquences qui comptent. Et la merveille qui fait que la musique du piano existe, qu'on appelle le clavecin bien tempéré, etc., c'est le fait arithmétique qui existe, que si on prend le nombre 2 à la puissance 1/12e, si vous prenez la racine 12e de 2, c'est très très proche de la racine 19e de 3. Vous voyez, j'ai donné ces nombres-là, vous voyez que la racine 12e de 2, c'est 1,059, etc. La racine 19e de 3, c'est 1,059. D'où vient le 12? Le 12 vient du fait qu'il y a 12 notes lorsque vous faites la gamme chromatique. Et le 19 vient du fait que 19 c'est 12 plus 7, et que à la 7e note dans la gamme chromatique, c'est la gamme qui vous permet de transposer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que passer à la gamme d'au-dessus, c'est la multiplication par 2, et l'oreille est très sensible à ça, et transposer, c'est la multiplication par 3. Sauf qu'on revient à la gamme d'avant, c'est-à-dire on multiplie par 3,5. D'accord? Bon. Donc c'est ça la musique, bien connue maintenant, à laquelle l'oreille est sensible, etc. D'accord? Mais il y a une question évidente, c'est existe-t-il un objet géométrique dont la gamme nous donne la gamme qu'on utilise dans la musique? C'est une question absolument évidente. Eh bien, si vous regardez ce qui se passe, comme c'est les puissances de Q,
vous vous apercevez que la dimension de l'espace en question est forcément égale à 0. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous avais montré, j'arrive, j'avais montré, j'ai encore 5 minutes, donc je vous avais montré tout à l'heure que les objets avaient une gamme qui ressemblait à une parabole quand ils étaient de dimension 2. Quand un objet est de dimension plus grande, ça va être un truc un petit peu plus compliqué qu'une parabole. Par exemple, si en dimension 3, ça va être y égale x puissance 1 tiers. D'accord? Mais ici, c'est pas du tout un truc qui est rond comme une parabole comme ça, c'est quelque chose qui fit tout le camp en l'air comme ça. Et ce que ça vous dit, c'est que l'objet en question doit être de dimension 0. Donc vous vous dites, un objet de dimension 0, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Bon. Eh bien, quand vous développez la géométrie, ce que j'ai fait pendant des années, du point de vue spectral et ce qu'on appelle la géométrie non commutative, etc., eh bien, vous apercevez en fait que ces objets existent, avec une petite nuance, c'est que l'algèbre qui va intervenir ne va pas nécessairement être commutative. Et la merveille des merveilles, c'est que je me suis aperçu, en préparant mon exposé, qu'il existait un objet, bien connu des mathématiciens qui font la géométrie non commutative ou des choses quantiques, qui s'appelle, et qui n'est autre, et qui marche pour cette chose-là, qui vous donne la bonne gamme. Et qu'est-ce que c'est que cet objet? Ça n'est autre que ce qu'on appelle la sphère quantique S2 indice Q. Alors, cet objet, donc, il est un objet plus délicat. Bon, il a été considéré en particulier par ces 3 noms. Il a un spectre, et ce spectre, si vous choisissez bien le nombre Q, eh bien, il va correspondre exactement au spectre musical. Alors, je reviens donc maintenant à mes expérimentations. Je termine là-dessus. Donc, je vais essayer, j'espère que ça va marcher. Alors, on va revenir à l'expérimentation. Vous voyez, donc on avait fait la sphère, et maintenant on cherche cette forme musicale qui va être de dimension 0. Bon. Alors, on va essayer de jouer au clair de la lune. Comme je suis fatigué, je vais sûrement me tromper, mais ce n'est pas grave. Alors, vous voyez ? Non, oh non, pardon. Alors maintenant, ce qui est absolument extraordinaire avec cette gamme visuelle, ce qui est extraordinaire, est-ce que quelqu'un peut me donner un chiffre? Alors, au-dessus de 10 quand même. 13, bon, très bien. Eh bien, je vais réessayer, mais alors là, je ne promets rien, de vous jouer le clair de la lune en partant de 13, d'accord? Alors, il ne faut pas que je me trompe là, sinon vous allez m'engueuler. Voilà. Alors, je terminerai en disant la chose suivante, si vous voulez, c'est que rien n'est trop beau pour être réalisé dans la nature. Récemment, le prix Nobel de chimie a été décerné pour un chimiste qui a découvert les quasi-cristaux qui ont une merveilleuse histoire mathématique dans la nature. Ce que j'espère, c'est qu'un jour, on trouvera la sphère non commutative S de Q dans la nature et qu'on pourra l'utiliser comme instrument de musique. Et ce sera un instrument merveilleux parce qu'il ne se désaccordera jamais. D'accord. Voilà, merci.